expliquer cette asymétrie à partir de l'asymétrie de la relation causale, ou du moins de la relation explicative, en ce sens qu'on soutiendrait que si l'imitation possède les propriétés qu'elle possède, c'est parce que l'original possède les propriétés qu'il possède. Mais bien que le fait qu'un père possède les propriétés qu'il possède puisse expliquer que l'enfant possède les propriétés qu'il possède, lui, et bien que les deux puissent même se ressembler, cela ne veut pas dire que l'enfant soit une imitation du père. Plus tard, l'enfant devenu acteur incarnera peut-être son père, mais la relation causale qui liera alors ce dernier à son incarnation ne sera pas identique à celle qui le lie en tant que père à l'histoire causale de son enfant, bien qu'en l'occurrence l'enfant et l'imitateur soient une seule et même personne. La mimésis semble être une relation typiquement non réflexive, bien qu'on puisse imaginer une situation dans laquelle quelqu'un incarnant, dans une satire politique, son propre père, Premier ministre, tombe malade, et que le père, étant un bon père, reprend au pied levé le rôle de son fils, finissant ainsi par se parodier lui-même. Chaplin, dans un de ses films, joue le rôle d'un serveur, activité qu'il cache à sa chérie. Une nuit, voulant s'encanailler, elle débarque avec des amis dans le restaurant, à la suite de quoi Charlie prétend faire de même, c'est-à-dire qu'il prétend qu'il est en train de prétendre jouer le rôle du serveur. Il est en réalité. On peut même concevoir qu'on utilise un objet réel, dans le but d'imiter une imitation en trompe-l'œil de l'objet réel. La réalité feignant ainsi d'être sa propre imitation, donc s'imitant elle-même. Mais délaissons pour le moment ces cauchemars logiques, en attendant d'avoir clarifié davantage le concept d'imitation. Toutes les considérations qui précèdent tiennent pour acquis que l'imitation est un concept relationnel. Or, cela peut certainement être mis en doute. Imaginons un homme qui s'habille et se comporte comme le font les femmes de la société dont il fait partie. Le seul fait de ressembler à des femmes par l'habillement et les manières ne transformera pourtant pas automatiquement un homme travesti en quelqu'un qui incarne une femme. Il se peut que par pur hasard il croit que c'est ainsi qu'un jeune homme doit s'habiller et se comporter, ou bien qu'il ignore qu'il est un jeune homme, ayant été à l'instar d'Achille élevé uniquement par des femmes, et accusant de ce fait un retard étonnant en ce qui concerne son identification sexuelle. Notons que ce cas est différent de celui d'Hercule, puisque lorsqu'il filait avec les femmes d'Omphale, car il était heureux d'échanger son identité contre un jupon et une quenouille, et le fait qu'il était obligé de s'habiller et de se conduire comme elle n'impliquait pas qu'il les imitait. Parfois on la représentait avec une barbe, comme en témoigne le tableau de Véronèse. En quoi consiste donc la différence entre quelqu'un qui incarne le rôle d'une femme et un travesti, en supposant que tous les deux imitent les femmes des femmes? Je pense qu'en partie elle provient du fait que le travesti prétend être une femme et espère que d'autres vont croire qu'il en est une, en sorte qu'il cache son identité derrière des voiles pathétiques. Celui qui incarne le rôle d'une femme prétend en être une pour l'amusement de ceux qui sont censés savoir qu'il n'en est pas une. Autrement, le plaisir éventuel que leur procurerait sa conduite ne serait pas différent de celui causé par une femme réelle. Il aurait réussi à les tromper, mais pour reprendre l'argumentation d'Aristote, cela serait justement un échec. On peut aller plus loin. Les gestes de celui qui interprète le rôle d'une femme sont à propos des femmes, alors que la mimésis efféminée du travesti ne possède aucun caractère sémantique. La mimésis devient incarnation lorsqu'elle représente le comportement de quelqu'un d'autre. Plus généralement, l'imitation devient une possibilité artistique à partir du moment où elle ne se borne plus à ressembler à quelque chose, comme le fait une image en miroir, et à propos de ce à quoi elle ressemble, comme c'est le cas lorsqu'on interprète un personnage. Mais nous pouvons faire un pas de plus. Quelqu'un peut imiter quelque chose, c'est-à-dire qu'on peut le décrire correctement, comme imitant quelque chose, alors même que la question de la ressemblance ne se pose pas, non pas parce que, comme dans le cas précédent, l'imitation serait mauvaise, mais parce qu'il n'existe pas de chose à laquelle l'imitation pourrait ressembler, ce qui peut être le cas pour le chevalier à la rose. La nécessité d'un original qui expliquerait ou contribuerait à expliquer les propriétés que possède une imitation n'est pas liée analytiquement au concept d'imitation. Il se peut qu'il n'y ait pas d'original, auquel cas l'explication s'effondre. L'explanas approprié faisant défaut.
Imaginons un chaman indien imitant le dieu du feu. Il exécute une danse du feu, son corps ondule, il saute comme une flamme, mais il ne s'adonne pas à une charade simulant le feu. Il imite le dieu du feu lui-même. Pourtant, nous savons que celui-ci n'existe pas. On pourrait objecter que, comme s'il n'existe pas d'original, l'imitation doit croire qu'il en existe un, et cela est peut-être vrai pour le chaman indien. Mais est-ce que cela vaudrait aussi pour l'acteur interprétant le rôle de la licorne dans La licorne apprivoisée et qui, avec sa fausse corne, fait semblant d'étriper toutes sortes de créatures sans défense, jusqu'à ce qu'il se laisse apprivoiser par une dame qui prétend être une vierge? L'acteur est-il obligé de croire qu'il existe une licorne, qu'il l'imite pour pouvoir en imiter une? La réponse, bien entendu, est négative. Quelque chose peut être une imitation de licorne sans être l'imitation du comportement et du caractère d'une licorne. Et il ne faut pas chercher loin pour trouver l'explication de ce fait. Pour commencer, l'imitation est un concept intentionnel, ce qui veut dire qu'une chose peut être une imitation de X sans que cela implique l'existence d'un X dont elle serait l'imitation. Donc, l'imitation n'est pas un genre de relation différent de la relation de ressemblance. Il se peut fort bien qu'elle ne soit pas une relation du tout. S'il s'agit d'un concept intentionnel, nous pouvons accepter l'idée d'Aristote selon laquelle une pièce de théâtre est l'imitation d'une action, sans avoir à nous demander quelle est l'action qu'elle imite. Car il se peut fort bien qu'une telle action n'existe pas. Agamemnon imite les actions de Clytemnestre et d'Agamemnon telles que les décrit la tradition homérique, mais l'histoire qu'on raconte dans leurs propos peut fort bien être une fiction, auquel cas il n'existerait pas d'original de l'imitation. Et bien qu'on puisse dire qu'il s'agit en l'occurrence de l'imitation d'une histoire, ce n'est certainement pas là le but de la pièce. Il réside plutôt, comme le dirait Aristote, dans l'imitation d'une action. La question de savoir comment il peut en être ainsi si l'action imitée n'a jamais eu lieu ne se pose que parce qu'on a tendance à prendre l'imitation pour un concept extensionnel, ce qu'elle n'est probablement pas. Il s'agit plutôt d'un concept représentationnel, comme le montre la pertinence de la problématique de l'à propos de. Il est nullement nécessaire qu'il existe quelque chose à quoi l'imitation ressemble. Tout ce qui est exigé, c'est, je pense, qu'elle ressemble à ce qu'elle représente au cas où elle serait vraie. Ainsi, le concept d'imitation n'est pas seulement intentionnel au sens indiqué plus haut, d'après lequel une imitation de X ne doit pas nécessairement être un X, mais également au sens où quelque chose peut être une imitation de O sans que cela implique qu'il existe un objet O que l'imitation copierait. À cet égard, l'expression une imitation de est très semblable à l'expression une image de, car on admet aussi communément que X en image n'est pas un X, exception faite pour l'image d'une image. Ainsi, un garçon en image n'est pas un garçon. De même qu'un raisin en image n'est pas un raisin, comme les oiseaux de l'histoire de Zeuxis l'apprirent à leurs dépens. Et le fait qu'on puisse décrire correctement une image donnée comme étant une image de O n'implique en rien qu'il existe un O tel que l'image le dépeint. Ainsi, tout le monde est d'accord pour dire que le sujet pictural d'un des premiers chefs-d'œuvre de Masaccio est la Sainte Trinité, ou encore pour admettre que d'innombrables tableaux représentent l'Annonciation, alors que la question de savoir s'il existe une Sainte Trinité que Masaccio aurait pu représenter, bien ou mal, est largement controversée, comme l'est l'existence de l'ange qui est censé avoir annoncé à une vierge que tout en le restant, elle serait la mère du Seigneur. Si cela est exact, il s'ensuit immédiatement qu'une image spéculaire n'est pas une imitation. Et ce, nonobstant les habiles manœuvres de diversion de Socrate. En effet, rien dans notre monde du moins ne saurait être une image spéculaire de X sans qu'il existe un X que l'image réfléchit. Dire que les imitations ressemblent aux originaux, tout comme les images spéculaires, ne prouve rien puisque l'existence de l'original est une nécessité logique ou conceptuelle pour les images spéculaires, mais non pour les imitations. Certes, la nature a été chiche envers les miroirs, ils pourraient être, ou le sont-ils dans les mondes des mondes possibles, pareils à des boules de cristal, des tubes de télévision ou encore des miroirs magiques dans lesquels les images défilent devant nos yeux, magiquement matérialisées dans un médium, comme Narcisse pensait qu'elle le faisait dans l'eau.
Ne perdons pas notre temps à chercher si le fait que les miroirs exigent des originaux pour pouvoir former des images est un fait empirique ou une vérité conceptuelle. Il est possible que Socrate n'ait jamais rencontré d'imitation sans original, mais en tout cas Aristote, à l'époque où il reprit la théorie de la mimésis à son compte, avait pris conscience du fait que les imitations diffèrent grandement des images spéculaires, celles-ci ayant, d'après son éblouissante analyse, le même rapport avec les imitations que l'histoire avec la poésie. En effet, la poésie, bien qu'imitative, n'est pas condamnée à représenter une entité particulière, comme c'est le cas pour l'histoire, dans la mesure où elle peut dépeindre une structure d'action possédant des exemplifications multiples. Elle est plus universelle que cette dernière. Il suffit de faire un pas de plus et de reconnaître qu'une imitation peut se rapporter à une structure qui n'est jamais exemplifiée dans la réalité, pour qu'il apparaisse clairement que le concept d'imitation est non extensionnel. On peut donc dire que la tentative socratique d'assimiler les imitations aux images spéculaires dissimulait un fait de structure que d'un point de vue philosophique il est très important de dégager. Socrate se référait en fait à ce que nous pouvons appeler des imitations vraies, le terme vrai ayant ici une fonction sémantique plutôt que descriptive, étant admis qu'une imitation fausse peut rester une imitation, tout comme une proposition fausse peut rester une proposition. Une fausse imitation au sens descriptif du terme pourrait être quelque chose que nous prenons pour une imitation, mais qui n'en est pas une, comme le Quichotte de Ménard n'est pas une imitation du Don Quichotte de Cervantes, ou comme une plaque de mousse ressemblant au profil de George Washington n'est pas vraiment une imitation en mousse du premier président des États-Unis, mais une imitation fausse au sens sémantique et avant tout une imitation qui ne possède pas d'original. On ne sera pas étonné d'apprendre que cette ambiguïté sémantico-descriptive qui caractérise les imitations et les propositions concerne aussi les images. La plaque de mousse, qui a la forme du profil de Washington, possède le même aspect qu'une image de Washington, mais elle n'en est pas une, c'est-à-dire qu'elle est une fausse image au sens descriptif. A l'inverse, certaines œuvres de Caillebotte, qu'on pourrait également qualifier d'images fausses, le seraient dans un sens sémantique. Les espaces représentés ne possèdent pas dans la réalité la géométrie que le peintre leur a prêtée en les représentant, mais nous nous occuperons plus tard des questions de sémantique picturale. Restons-en pour le moment au cas d'une imitation vraie, qui est une imitation de quelque chose. Elle est vraie si 1. Elle dénote ce à propos de quoi elle est, disons O, 2. O entre dans son explication, et 3. Elle ressemble à O. Du moment qu'on la définit ainsi, il semble n'y avoir guère de différence entre être un instantané photographique de O et être une imitation de O. Sinon celle-ci qui est cruciale. Si les conditions causales et référentielles pertinentes ne sont pas remplies, nous n'aurons pas un instantané de O, mais seulement quelque chose qui en a l'aspect, tandis que si la même situation se produit pour une imitation de X, elle reste une imitation si elle a été voulue comme telle. Comme c'est le cas pour l'Indien qui croit que des faits concernant le Dieu qu'il imite font partie de l'explication de son imitation, cette dernière à son tour dénotant alors ce qu'il croit être ce Dieu. Les instantanés photographiques ont le même statut que les noms propres, s'il est vrai, comme l'a soutenu Russell, qu'un nom propre sans porteur n'est que du bruit. Mais lorsqu'une imitation ne possède pas d'original, elle n'en est pas pour autant réduite au statut d'un simple bruit pictural. C'est que les imitations sont des ressemblances d'un genre très particulier. Elles ne diffèrent pas seulement des images, mais encore des ombres et des échos. Dans le Cratyle, Socrate envisage effectivement l'idée que les imitations pourraient posséder une fonction dénotative. Il y présente l'étonnante théorie selon laquelle les noms seraient des imitations. L'action de donner un nom à quelque chose étant un art mimétique au même titre que la peinture et la musique, il émet l'hypothèse qu'un nom est donc une imitation par le moyen de la voix, de la chose même qu'imite l'imitateur. Hypothèse qui a un petit air de Tractatus, comme si en vertu du fait qu'un nom est une imitation, il devait partager une forme spécifique avec son porteur, forme mise à jour au jour par celui qui réalise l'acte de nomination. Vygotsky rapporte un entretien avec un paysan qui ne se montrait pas spécialement étonné d'apprendre que les astronomes avaient découvert la composition chimique des étoiles et des planètes, mais qui en revanche était estomaqué
qu'on ait pu découvrir quels étaient les noms de ces corps célestes, comme s'il se fût agi d'un profond secret paracelsien. Pourtant, Socrate rejette immédiatement cette théorie en se fondant sur un argument intéressant. Si elle était vraie, ceux-là qui imitent le mouton, aussi bien que ceux qui font le coq ou toute autre bête, nous serions alors obligés de convenir qu'ils dénomment ainsi les êtres que justement ils imitent. Il est évident que cet argument, qui amène Socrate à affiner l'idée de l'imitation vocale, est censé être une réfutation par un exemple qui est contraire à l'intuition. Mais compte tenu de ce que je viens de dire, il n'est pas contre-intuitif du tout. Lorsque quelqu'un tente effectivement d'imiter quelque chose et que son imitation est vraie, il dénote la chose en question. Une mauvaise imitation n'est pas nécessairement une imitation fausse, pas plus qu'une photo floue n'est une photo fausse. Il est étonnant que Socrate ait pensé que les images spéculaires et les imitations sont de même nature, mais que les imitations et les noms ne le sont pas. En somme, il disposait de toutes les pièces nécessaires à une analyse correcte, mais il les a mal assemblées. Les imitations sont des vecteurs de signification, et de même qu'il y a traditionnellement deux façons de comprendre le terme signification, il y a également deux manières de concevoir la fonction représentationnelle d'une imitation. Selon la première acception du mot signification, un terme signifie ce dont il tient lieu, ce qu'il dénote, ou, pour employer une expression usuelle en logique, en ce qui correspond de son extension. Ainsi, ce dont le terme tient lieu, ce qu'il dénote ou ce qu'il constitue son extension, a été parfois considéré comme étant sa signification. Mais il arrive qu'un terme ne tienne lieu de rien, c'est-à-dire qu'il ait une extension nulle. Comme nous ne sommes pas disposés pour autant à considérer qu'il ne possède pas de signification, il faut faire appel à d'autres facteurs que la dénotation ou l'extension pour expliquer son statut. Les philosophes entretiennent des opinions divergentes quant à ce que pourraient être ces facteurs. En tout cas, ce sont eux qui correspondent à la deuxième acception du mot signification. L'opposition entre les deux acceptions rejoint en fait la distinction établie par Frege entre le sens sin et le référent Bedeutung d'une expression. Les imitations, elles aussi, possèdent un sens et une référence, ce qui veut dire qu'on peut caractériser les fonctions représentationnelles de deux manières différentes. Le contralto, dans Le Chevalier à la Rose, représente un jeune homme travesti, bien qu'il n'existe pas de jeune homme réel correspondant qu'elle pourrait représenter. Donc, son imitation n'est pas vraie, puisque ce qui pourrait la rendre vraie n'existe pas. Sauf au sens où, du point de vue du contenu de son activité représentationnelle, elle représente un jeune homme travesti. Nous pouvons donc distinguer un sens interne de la représentation, ayant trait au contenu d'une imitation, d'une image ou d'une action, et un sens externe ayant trait à ce qu'elle dénote.